Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning en exemple Jean-Paul. Bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Il y a la forme? Oui, il y a la Tu as un programme pour la Saint-Valentin? Un programme en particulier, non? Oui, pour toi. Pour moi. Je serai chez moi avec mon épouse et les enfants. D'accord, comme tous les donc soirs. c'est ça votre programme de la Saint-Valentin. Voilà, devant la télé. Vous êtes les rustiques en fait. Voilà. Nous sommes la vieille école. Pourquoi tu regardes Jean-Paul comme ça? Tu as quel problème? Nous sommes de la vieille école. D'accord, l'actualité internationale nous emmène où? Écoute, l'accélération qui semble être promise, qui est une véritable accélération donnée par Donald Trump depuis hier, parce qu'il faut savoir que le président américain a annoncé devant un parterre de journalistes, et notamment un parterre de journalistes européens un peu choqués par le fait qu'il a eu une conversation téléphonique qui a duré près d'une heure et demie avec le président russe Vladimir Poutine. Il faut savoir que la dernière conversation entre un président américain en exercice et le président russe datait de février 2022, début février 2022, et cela ne s'était pas très très bien passé, puisque évidemment à l'époque le président Biden avait essayé de convaincre, de dissuader Vladimir Poutine de toute tentative d'invasion de l'Ukraine. Et la suite, on la connaît. Et donc, durant tout le mandat de Joe Biden, à l'issue de cette invasion russe, l'objectif des États-Unis était absolument d'isoler diplomatiquement la Russie et de l'affaiblir d'un point de vue économique en lui imposant les sanctions les plus dures depuis l'histoire de l'économie moderne. Jamais un pays n'avait autant été sanctionné par les Occidentaux. Et donc, près de 3 ans après le début de cette invasion et ces sanctions, les résultats sur le terrain n'étant pas ceux qui ont été escomptés. Parce qu'il faut savoir qu'après la contre-offensive réussie de juin 2022 et celle qui avait été tant annoncée de juin 2023 et qui malheureusement s'était soldée par un échec total d'un point de vue militaire, et puis l'absence carrément d'offensive encore ukrainienne en juin 2024, et surtout la reprise de l'offensive russe, parce qu'il faut savoir que depuis juin 2024, ce sont les Russes qui sont à l'offensive. Rien que pour l'année 2024, ils ont conquis plus de 3200 km² de territoire en Russie, et rien que pour le mois de janvier, ils sont à 430 000 km. Alors on estime à peu près que dans la même période, les Ukrainiens ont tenté de lancer une offensive dans la région de Koursk, en Russie. Il faut savoir qu'ils ont quand même perdu du terrain là-bas. Ils perdent du terrain. Dans un premier temps, l'année dernière, quand ils ont lancé cette offensive à Koursk en septembre, ils occupaient à peu près 800 km² de cette région-là. Et aujourd'hui, ils en sont à peu près à 500 km² de zones tenues par les soldats ukrainiens. Ils espèrent, ça c'est dans la stratégie présentée par le président Volodymyr Zelensky, ils veulent que dans des futurs pourparlers, si ces pourparlers arrivent avec la Russie, qu'ils puissent monnayer en quelque sorte ce territoire-là contre les territoires tenus par les Russes en Ukraine. Sauf que la Russie fait quand même 17,5 millions de kilomètres carrés. Quand vous ne tenez que 500 km², imagine le ratio, ça fait zéro quelque chose. Ça fait pas grand-chose, alors que la Russie est passée de 14%. Il ne faut pas oublier, lorsqu'ils lancent l'offensive en 2022, ils sont maintenant à 18% du territoire aujourd'hui occupé. Et ça, c'est rien que les régions occupées depuis 2022. On ne compte pas, évidemment, la Crimée qui a été annexée depuis 2014. Et donc, depuis que Donald Trump était candidat, il avait dit qu'il va mettre un arrêt à la guerre, même s'il avait dit qu'il devait le faire en 24 heures. Il est conscient que ça va se faire de manière... Ça va prendre un peu plus de temps, et surtout pour véritablement arriver à son objectif qui est celui d'une cessation des hostilités d'abord, puis à essayer de négocier une paix durable en plus, il faudra faire des concessions aux Russes. Sauf que ces concessions aux Russes, elles devront ne pas tenir compte, évidemment, ou devront parfois aller à l'encontre des intérêts des Ukrainiens. La première chose, il ne faut pas oublier que l'année dernière, Volodymyr Zelensky avait signé un décret dans lequel il interdisait toute négociation de l'Ukraine directement avec le gouvernement de Vladimir Poutine. Donc, il va falloir qu'il reprenne un décret qui annule celui-là, parce que, évidemment, Donald Trump a fait savoir
qu'il avait proposé un début de négociation avec Vladimir Poutine. Même si concrètement, on ne sait pas ce qui va être mis dedans. Dans un premier temps, il a expliqué qu'il souhaiterait rencontrer son homologue russe, certainement en Arabie Saoudite, même si aucune date n'a été donnée, et que par la suite, il inviterait Vladimir Poutine en Russie et que lui-même se rendrait par la suite, qu'il inviterait Vladimir Poutine à Washington et que lui-même se rendrait par la suite à Moscou. Et il faut savoir que la dernière fois qu'un président américain avait mis les pieds à Moscou, c'était sous Barack Obama. Donc ça fait quand même longtemps. Et donc là, on voit que véritablement Donald Trump veut accélérer les choses et donc il ne tient absolument pas compte du point de vue des Ukrainiens d'abord, qui sont les premiers concernés, et surtout des Européens, parce que pour les Européens, ils considèrent que leur menace la plus proche, existentiellement parlant, c'est la menace russe. Et donc, la raison pour laquelle ils soutiennent l'Ukraine, c'est parce qu'ils estimaient que soutenir l'Ukraine, c'est soutenir l'Europe. Et donc, protéger l'Ukraine, c'était un peu protéger l'Europe contre la menace russe. Et là, ils voient évidemment que, en prenant les devants, en lançant des négociations directes avec Vladimir Poutine, Donald Trump, sans en avoir référé ni à Volodymyr Zelensky, ni au chef d'État de gouvernement européen, on voit très clairement que Donald Trump est dans une posture où il estime qu'il n'a pas négocié il n'a pas discuté d'abord avec ceux qui, à ses yeux, occupent un second rôle, et il se met exactement dans la même posture que Vladimir Poutine, parce qu'il faut savoir que après l'échec des négociations de juin 2022, lorsque les Ukrainiens avaient décidé de fermer la porte des négociations et de lancer leur contre-offensive, à la suite, Vladimir Poutine avait considéré que donc la parole des Ukrainiens ne valait plus rien, encore moins celle des Européens, et donc par conséquent, l'ennemi de l'Europe, le danger, l'ennemi le plus dangereux de la Russie, ce n'est pas l'Ukraine et encore moins l'Union européenne, ce sont les États-Unis, parce qu'ils considèrent que les Ukrainiens ne sont qu'un proxy. Et c'est vrai, sur les près de 63 milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour aider l'Ukraine à faire face à cette invasion-là, ça représente près de 80% des ressources employées par l'Ukraine. Aujourd'hui, ces ressources-là ont considérablement baissé depuis que Donald Trump est arrivé, mais elles représentent encore la moitié des ressources dont l'Ukraine, qui alimentent l'Ukraine dans cette guerre-là. Et il faut savoir également qu'en préparation, dans le cadre des préparatifs de la conférence de la sécurité de Munich, qui se tient chaque année, la conférence annuelle, Pete Hegseth, le nouveau secrétaire d'État à la Défense, a clairement fait savoir aux Européens la nouvelle doctrine américaine. Cette doctrine est que, pour ce qui concerne la sécurité de l'Europe, ce sont les Européens qui devront s'en occuper. Et pour cela, il faudrait que les Européens augmentent, si tu veux, leur part de budget destiné à la défense. Au départ, il était de 3% du PIB, encore à l'époque. Il faut savoir que près de 2 tiers des pays n'avaient pas atteint cet objectif de 3%. Aujourd'hui, il faut savoir que 2 tiers des pays aujourd'hui ont atteint, en termes de dépenses d'armement, environ 3% du PIB, mais encore 1 tiers n'y est pas parvenu. Et Pete Hegseth a fait savoir que du point de vue des Américains, la donne avait changé. Ce n'était plus 3% du PIB en termes d'investissement dans l'armement qu'ils voudraient, mais plutôt 5%. Donc là, on voit que dans un contexte économique aussi très difficile pour les pays européens qui font face au fait qu'en se coupant du gaz russe, ils sont obligés d'acheter de l'énergie plus chère, et ça alimente de l'inflation. Et sans oublier qu'un certain nombre de mesures prises par les États-Unis, notamment l'Inflation Reduction Act, qui a été véritablement une espèce de paravent qui allait alimenter le dumping industriel, c'est-à-dire obliger les entreprises européennes à certes se réindustrialiser, qui allait pousser les pays européens à certes se réindustrialiser, mais de le faire de l'autre côté de l'Atlantique, donc du côté des États-Unis. Et donc on voit déjà dans des industries comme l'automobile, des géants européens comme BMW, comme Volkswagen, commencer à délocaliser des usines en Allemagne pour aller s'installer aux États-Unis pour 2 raisons. Pour la raison du coût de l'énergie. Aujourd'hui, le gaz et le pétrole de schiste coûtent 4 fois plus cher en Europe qu'au prix qu'il est vendu aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue fiscal, ce serait beaucoup plus intéressant, puisque la Reduction Inflation Act, justement, va leur permettre de bénéficier de subventions de la part du gouvernement fédéral pour pouvoir se
s'installer sur place et ça leur permettra de vendre leurs véhicules moins chers sur le marché américain parce qu'ils n'auront plus besoin de payer des tarifs de douane qui ont été augmentés de 25% depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, on voit véritablement que les Européens ont des difficultés et donc de leur demander d'augmenter leur part de dépenses dans l'armement de 3 à 5% ne ferait que véritablement aggraver aussi leur situation, même si de leur point de vue, ils estiment que ce ne serait pas totalement inconcevable. Tant ils estiment qu'après la Russie, après l'Ukraine, la Russie pourrait s'en prendre forcément à d'autres pays. Ils pensent notamment aux pays baltes qui sont frontaliers avec la Russie, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, probablement la Pologne. Et donc pour eux, ils estiment que même si cette augmentation de la part des dépenses dans le PIB pourrait se justifier, mais dans le contexte économique actuel, ce serait évidemment un pari qui serait très très difficile à tenir. Et donc, Pete Hegseth leur a rappelé que non seulement il faut augmenter les parts de dépenses encore, mais en plus que dans la future négociation qu'il y aurait avec la Russie sur la question de l'Ukraine, pour la question des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine, les Américains n'auraient à apporter aucune garantie de sécurité, que ce sont les Européens qui devront justement garantir cette sécurité de l'Ukraine-là. Et que s'il y avait un contingent à déployer dans la partie ouest de l'Ukraine, qui ne serait certainement pas concerné par un plan d'annexion de la part de la Russie, eh bien, ce contingent-là, il n'y aurait pas un seul GI américain à l'intérieur. Les Américains n'enverraient aucun soldat en Ukraine pour justement veiller à l'application de cette garantie de sécurité-là et que ce sont aux Européens de garantir cette sécurité et ce serait également aux Européens de la financer. Donc vous envoyez le contingent, mais vous financez aussi cette présence de contingent. Et donc on estime, selon les autorités ukrainiennes, que pour mettre en place une telle garantie de sécurité, il faudra à peu près 200 000 hommes à déployer dans la partie ouest de l'Ukraine. Et il faut déjà savoir que dans la configuration actuelle de l'OTAN, sans l'appui des États-Unis, les Européens ne pourraient pas déployer autant d'hommes en aussi peu de temps dans cette partie de l'Europe-là. Donc, on voit bien que les Européens se rendent bien compte de, l'hyperdépendance, c'est même pas de la dépense, c'est l'hyperdépendance en matière de défense et de sécurité de la part des États-Unis. Et que, deuxièmement, la doctrine américaine est Make America Great Again, ça veut dire Make America First. Donc, d'abord, protéger les Américains, les intérêts américains. Et donc, il est hors de question pour Donald Trump de déployer des DJI sur des théâtres d'opération dans des pays dont ils estiment qu'ils sont normalement en capacité ou devraient être en capacité d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Et deuxièmement, il est aussi clair que pour le contribuable américain, il est temps d'arrêter la saignée parce que Donald Trump veut assainir les finances fédérales qui, de son point de vue, sont catastrophiques. Et on l'a vu avec notamment la mise en œuvre du département pour le département de l'efficacité gouvernementale qui est dirigé par Donald Trump. Ce gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures, dont la fermeture par exemple de l'Agence américaine du développement international, l'USAID, qui a en partie gelé un certain nombre de fonds qui étaient destinés à l'Ukraine. Donc on voit bien que Donald Trump a très bien compris qu'il est dans une autre configuration. Il impose ses règles du jeu aux Européens, quitte à ce que les intérêts des Ukrainiens et des Européens soient pris en second, pas pris en compte en premier lieu, mais en second lieu. Et la deuxième chose, c'est que pour lui, il veut absolument obtenir cette paix-là. Et donc, pour lui, il doit faire des concessions à Vladimir Poutine. Et la première des concessions qu'il a faites à Vladimir Poutine, c'est justement qu'il a libéré Alexander Vinnik, qui est un spécialiste de la crypto-monnaie, qui était poursuivi par les États-Unis parce qu'il l'accusait d'avoir causé un certain nombre de malveillances sur le plan économique et financier. Et en échange, évidemment, il y a eu la libération d'un enseignant américain, Mark Fogel, par les autorités russes. Celui-ci était détenu à Moscou depuis 3 ans déjà. Donc, ce premier échange de prisonniers-là a constitué un véritable dégel, plus l'annonce, plus le coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui a duré 1h30, a commencé déjà, en quelque sorte, à dessiner le contexte dans lequel les choses vont se faire. Troisièmement, on a la conférence annuelle sur la sécurité de Munich, dans laquelle les Américains viennent expliquer leur point de vue sur l'issue qu'ils entendent donner à
au conflit en Ukraine, même si les Européens veulent absolument que les intérêts de l'Ukraine soient privilégiés et que l'Ukraine fasse partie des négociations et que ces négociations-là ne se fassent pas aussi non plus en ne tenant pas compte de leurs intérêts, les pays européens. Donc ça, évidemment, on va voir ce que ça va donner à l'issue de cette conférence. Mais ce qui est clair, c'est que, évidemment, Donald Trump est dans une autre configuration. Il entend donner un coup d'accélération pour essayer d'arrêter le conflit et pour ça, il est prêt à faire tous les gages, y compris à sacrifier une partie du territoire ukrainien et à l'offrir à Vladimir Poutine pour évidemment permettre à ce que cette paix qu'il espère durable puisse s'installer dans les plus brefs délais. Et ça, c'est aux grandes dames, d'abord des Ukrainiens et surtout de leurs alliés européens qui malheureusement n'ont pour l'instant que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont pas encore pris leur Tant décision. qu'ils sont incapables de pouvoir aujourd'hui mettre en place une vraie défense européenne face à la Russie et ça, et aussi leur très grande dépendance par rapport au bouclier américain, au bouclier militaire américain. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les choses sont en train de tourner en faveur d'un seul homme, c'est Vladimir Poutine. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.